Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter donc le plan d'investissement que moi personnellement je suis maintenant depuis un bon bout de temps. Alors, j'ai eu une première question qui était très intéressante sur la vidéo précédente. Concrètement, la question c'était qu'est-ce que je dois mettre dans mon plan d'investissement? Voilà, je m'intéressais un peu aux actions concernant notamment le rachat d'Activision par Microsoft. Est-ce que ce genre de choses doivent être présentes dans mon plan? Alors, ce qui doit être présent dans mon plan, c'est des règles génériques. C'est des règles que vous allez pouvoir appliquer, dans tous les cas et quel que soit entre guillemets «l'actif» que vous allez surveiller et à n'importe quel moment vous allez le surveiller. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. Quand vous roulez en ville, dans votre voiture, vous êtes limité à 50 km/h. Quand vous êtes sur autoroute, vous pouvez aller jusqu'à 130 km/h. Très bien. C'est simple, c'est très évident. Vous pourriez vous embêter à mettre 2 règles et en disant: «Bah, voilà, si je suis en ville, je roule à 50, si je suis sur autoroute, je roule à 130 et cetera». Ou bien vous pouvez mettre une règle beaucoup plus simple, une règle générique: «Je respecte les limitations de vitesse». Et l'idée, en fait, dans votre plan, c'est qu'il soit facile à lire, facile à retenir et facile à appliquer. Donc vous devez avoir des règles qui vont être valables tout le temps, car ces règles, je vous le rappelle, hein, si jamais vous ne vous en souvenez pas ou si jamais vous avez raté la première vidéo que j'ai réalisée hier, hein, je vous invite à vivement la regarder. Cette session de vidéo est en plusieurs parties et clairement, vous devriez regarder tout d'abord la première partie avant de regarder cette vidéo. Et je vais vous mettre en haut à droite tout de suite maintenant le lien vers la première vidéo si vous l'avez manqué. Donc, dans ce plan, vous devez avoir des règles génériques. Alors, ces règles, elles peuvent aborder certains sujets, certains thèmes, et moi, je vais vous expliquer quels sont les thèmes que j'aborde dans mon plan. Tout d'abord, eh bien, c'est la gestion de mon capital. Donc, on va en discuter. Je vais vous expliquer de quelle manière je gère mon capital et quelles sont les règles, les lois que je me suis fixées concernant la gestion de mon capital. La deuxième chose, eh bien, c'est concernant, notamment la crypto-monnaie, quels sont les actifs que j'accepte d'acheter? Donc là, on touche plus l'analyse fondamentale et je vais y revenir pour vous expliquer la différence entre le fondamental et le technique. En troisième point, eh bien, c'est les zones d'achat. À partir de quand je décide que je peux rentrer sur un actif? Quatrième point, les zones de sortie. Tout simplement, quand est-ce que je peux vendre un actif? Donc actif, encore une fois, au sens large, hein. Ce que je vais vous présenter est tout à fait valable sur les bourses, sur le marché boursier, comme les crypto-monnaies. C'est vraiment un plan générique. Et enfin, donc là, on n'est plus vraiment dans le plan, mais je vais répondre plus en détail à la question qui avait été posée concernant le rachat d'Activision par Microsoft. C'est quelque chose d'intéressant. Et je vais essayer d'incorporer cela un peu dans toutes mes vidéos. On va baptiser ce petit chapitre Asseyez-vous un instant et écoutez-moi. Voilà. Pour ceux qui ont la référence, vous me ferez plaisir. Eh bien, donc, commençons tout de suite maintenant par vous expliquer finalement comment j'ai déterminé mon plan d'investissement. Alors, ce plan, il a été construit à la base en m'inspirant fortement d'un trader américain qui s'appelle Warren Buffett, qui a fait fortune sur le marché boursier dans les années 1980. Il est devenu milliardaire. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce plan peut être applicable partout, puisque la preuve, il vient à la base du marché boursier. La deuxième chose aussi qui est intéressante à noter, c'est que, je vous l'ai dit, ce plan, il l'a construit lui-même, et moi je m'en suis inspiré, dans les années 80. Donc c'est un plan qui a déjà de nombreuses années de recul. C'est pas quelque chose qui sort du chapeau, construit par quelqu'un hier. Non, c'est un plan qui est célèbre, il est très utilisé, beaucoup de gens s'en inspirent, que ce soit actuellement, sur le marché boursier ou les crypto-monnaies. Vous retrouverez plein de youtubeurs, qui ont un plan similaire à celui que je vais vous présenter, tout simplement car on est nombreux à s'inspirer, de ce plan et également de plans de d'autres, grands traders, car ils ont fait leurs preuves, tout simplement. Et donc ce serait dommage et vraiment «stupide» entre guillemets de ne pas profiter du travail qu'ils ont déjà accompli et qu'ils sont bien aimables de partager. Alors, l'autre chose aussi qui est importante à comprendre, c'est que le plan, il doit vous ressembler. Rappelez-vous, je l'ai abordé dans la vidéo d'hier. C'est un plan qui doit vous ressembler. Et aujourd'hui, sur le marché, eh bien, il y a différentes formes de trading. Il y a le scalping, il y a le trading de tendance, il y a l'intraday, il y a le swing trading et il y a le trading moyen à long terme. Alors, ce qui va différencier principalement ces formes de trading, tout d'abord, eh bien, c'est le temps. Le scalping,
C'est un trading qui va se jouer à très, très court terme. On est en train de parler de trading qui vont durer entre, moins d'une minute à allez 5-6 minutes maximum à peu près. C'est du trading très, très court terme. Vous allez parier sur un mouvement haussier ou baissier à très, très court terme. Le souci de ce genre de trading, eh bien, c'est que ça prend énormément de temps derrière les écrans. Alors vous allez me dire: «Mais comment c'est possible? Tu es en train de m'expliquer que le trade, il dure, que quelques minutes seulement». Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que pour pouvoir rentrer dans vos conditions d'achat, et de sortie, vous allez devoir passer énormément de temps à surveiller le cours pour être exactement dans les conditions d'entrée et de sortie que vous voulez. Pourquoi? Car c'est du trading qui est très risqué. Plus vous faites du trading sur des durées très courtes, plus ce trading est risqué. Car le risque, par exemple, qu'une baleine intervienne, fasse un achat, une vente à ce moment, peut complètement bouleverser votre plan. C'est très risqué de prévoir sur une très courte période. Et donc, du coup, pour essayer un maximum, évidemment, eh bien, de limiter ces risques, l'objectif étant quand même de gagner de l'argent, je vous le rappelle, hein, eh bien, vous allez devoir du coup fixer des conditions très fortes pour déterminer, OK, là je rentre et là je sors. Et donc, du coup, ces conditions étant très fortes, vous allez patienter parfois des heures avant de rencontrer le moment où vous allez pouvoir rentrer. Et il arrive parfois même que durant une journée entière, des scalpers ne font rien. Rien dans le sens où ils n'ont fait aucun achat, aucune vente. Et c'est une très bonne chose, car si leurs conditions ne sont pas respectées, si les conditions ne respectent pas ce qu'ils ont déterminé dans leur plan, ils ne doivent pas rentrer, ils ne doivent pas sortir. Sinon, ils risquent de se tromper et de perdre de l'argent. Donc c'est de cette manière-là que ça fonctionne. Alors, donc en fonction évidemment du temps que vous pouvez consacrer euh, à faire de l'investissement, que ce soit peu importe l'actif sur lequel vous voulez le faire, eh bien vous allez pouvoir déterminer déjà quelle forme de trader vous êtes. Et moi, je vais vous faire une petite présentation. Je suis père de famille, j'ai des loisirs, hein, je fais de la course à pied, j'aime bien aussi passer un peu de temps sur ma PS5. Je suis salarié, hein, j'ai un travail qui m'occupe déjà pas mal. J'ai une femme à chérir et des enfants à câliner. Donc concrètement, je ne suis pas du tout quelqu'un qui peut passer, de 9 heures à 18 heures, son temps derrière les écrans à surveiller le cours. Ce n'est pas possible pour moi. Ça ne me ressemble pas et je suis incapable de le faire. Donc pour cette raison, moi je me suis tourné vers une forme d'investissement qui est le moyen long terme. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai besoin de passer beaucoup moins de temps derrière les écrans pour pouvoir en fait, eh bien, faire de l'investissement et potentiellement, eh bien, gagner de l'argent. Donc c'est important de bien analyser entre guillemets déjà le temps que vous pouvez consacrer à cela et en fonction de ça, ne vous fixez pas des objectifs démesurés, ne vous prétendez pas scalper, notamment si par exemple vous êtes salarié. Ça va être très compliqué. Je pense que votre employeur ne va pas vraiment apprécier que vous passiez votre temps derrière vos écrans à surveiller votre cours durant vos heures de travail. Donc voilà, il faut être réaliste et il faut vraiment adapter euh, votre forme de trading au temps que vous pouvez y passer. La deuxième grosse différence, même si je l'ai déjà un peu évoqué, eh bien évidemment, ça va être la time frame. C'est-à-dire que concrètement, je vais sortir du mode plein écran. Là, vous voyez au-dessus sur TradingView, là je suis actuellement en semaine, c'est-à-dire que chaque bougie est une semaine. Je suis en vue hebdomadaire, mais je peux passer en vue 4 heures, donc chaque bougie devient 4 heures, vue 1 heure, et là avec cette petite liste déroulante, je peux descendre 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes, 15 secondes, 1 seconde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous, en fonction déjà eh bien, de la forme de trader que vous allez complètement adapter vos analyses. Et c'est important, c'est très important. Pourquoi? Eh bien, repassons, là on est actuellement sur le Bitcoin. Euh, si on regarde la tendance long terme sur le Bitcoin, très long terme, eh bien le Bitcoin, il est haussier. Voilà, ça a commencé là. Aujourd'hui, il est là. Concrètement, le Bitcoin, il ne fait que monter. Que monter, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des corrections, qu'il n'y a pas des moments où ça chute, qu'il n'y a pas des moments où les gens sont un peu en train de paniquer et peuvent faire dans leur froc. Non, mais globalement, le Bitcoin est haussier. Si vous tracez une courbe de tendance, c'est haussier. En revanche, si vous passez en mode daily, là, regardez, le Bitcoin, il est plutôt baissier. Donc en fonction de votre time frame, c'est très important. Si vous faites par exemple du trading de tendance, eh bien, si vous faites du trading de tendance et que vous êtes plutôt sur une vue journalière, là actuellement on est dans une tendance baissière sur le Bitcoin. Le Bitcoin est actuellement en train de descendre. Donc vous n'allez pas avoir du tout la même comment dire, sensibilité, la même perception du marché en fonction de la time frame
et de votre vision d'investissement. Donc ça, c'est très important. Donc le plan de trading que je vais vous présenter est un plan de trading moyen long terme. Voilà pour l'introduction, on va dire, de ce plan. Alors maintenant, je vous propose de commencer. Avant de commencer à rentrer un peu dans TradingView, etc., de vous enlever tout ça qui doit vous faire peur, il y a tout plein d'indicateurs, vous inquiétez pas, on va alléger tout ça. Je vais vous aborder donc mon premier point, qui est très important, et ce sont des lois que je me suis fixées. La gestion de mon capital. Alors, la gestion de mon capital, eh bien, concrètement, j'ai décidé que j'allais pouvoir investir une certaine partie, par exemple de mon salaire, dans la crypto-monnaie. D'accord? Disons au hasard, c'est un chiffre complètement au hasard, hein, disons que j'ai pu investir au total 10 000 dollars, c'est-à-dire que je consacre, ou 10 000 euros, hein, je consacre 10 000 euros à mon investissement. Je suis prêt à perdre 10 000 euros dans mon investissement. Est-ce que pour autant, je vais investir ces 10 000 dollars en permanence? Pas du tout. La règle que je me suis fixée, c'est que je ne vais fixer toujours que 50% au maximum en investissement du capital que je suis prêt à investir. C'est-à-dire que je n'achèterai que au maximum pour 5 000 euros de mes 10 000 euros que j'ai actuellement prêt à investir. Alors pourquoi? Pourquoi cela? Eh bien, c'est quelque chose de très important et qui, encore une fois, me permet de répondre à une émotion. N'oubliez pas, le plan doit vous servir à répondre à des problématiques soulevées par des émotions. Et cette émotion, eh bien, c'est notamment la frustration. Vous êtes sur le marché, d'accord? Vous êtes à ce moment-là, d'accord? Vous décidez de faire des achats, pas de chance. D'ailleurs, le marché il chute. Ok? Si vous n'avez plus du tout d'argent à investir parce que vous avez tout investi, ce que l'on appelle le all-in. Voilà, ça va parler un petit peu aux joueurs de Saint Seiya. C'est pas tout à fait pareil, mais voilà, on appelle ça le all-in. Vous avez tout mis ici. Ben, maintenant qu'on est là, maintenant entre guillemets que cela pourrait être intéressant potentiellement de faire des affaires, de lisser les prix, c'est-à-dire de racheter le même actif potentiellement moins cher pour que globalement le prix moyen de votre actif que vous avez acheté est moins élevé, d'accord? Eh bien vous ne pouvez plus le faire, puisque vous avez déjà investi tout ce que vous êtes prêt à perdre. Donc l'idée étant, eh bien, toujours de garder une réserve prêt à pouvoir réagir si jamais il y a une chute de marché. Et c'est important parce que quand le marché va chuter, vous n'allez pas du tout le voir de la même manière. Si vous avez tout investi et que vous voyez donc globalement votre portefeuille fondre, vous allez paniquer. Vous allez être pas du tout content. Ça va vous déplaire de voir le cours du marché chuter. Alors qu'en revanche, si vous avez de l'argent dans votre capital qui est encore prêt et dispo à investir, eh bien, vous voyez cela un peu comme des soldes. Vous voyez en gros l'opportunité de faire des achats sur des actifs à des prix fortement réduits. Ce n'est pas du tout la même vision. C'est une vision beaucoup plus positive et c'est important. Cela vous permet de lutter contre la frustration et contre la peur. Donc, règle numéro 1 que j'ai indiquée dans mon plan, je n'investis au total que 50% de mon capital dédié à l'investissement. Voilà pour ce premier point. Alors, ceux qui se poseraient un peu la question de ce que je fais des 50% restants, eh bien, sachez qu'il est tout à fait possible de le stacker. Concrètement, ça consisterait, on va dire, à le mettre sur un compte dépôt ou un livret A si vous préférez pour gagner des intérêts. La différence étant, et ce n'est quand même pas rien comme différence, c'est que vous pouvez atteindre jusqu'à 20% d'intérêt. On est très très loin du 1% d'intérêt. Et aujourd'hui, quand on est sur une inflation à 2,8, hein, il faut bien avoir en tête que lorsque vous avez déposé votre argent sur votre livret A, malgré sa hausse qui est maintenant à 1%, vous êtes globalement en train de perdre du pouvoir d'achat. Vous ne perdez pas de l'argent puisque vous gagnez 1% d'argent. Mais l'argent que vous avez représente finalement moins de choses derrière que vous pouvez acheter. C'est de la perte de pouvoir d'achat. Eh bien, moi, en stackant cet argent à 20%, eh bien, je suis bien au-delà de l'inflation et donc je gagne du pouvoir d'achat. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Donc cet argent, ce n'est pas pour autant que je le laisse dormir. Au contraire, je m'en garde une petite réserve sur les échanges pour être prêt à réagir à n'importe quel moment, mais j'en ai une bonne partie quand même sur mes réserves, on va dire, à stacker, qui me permet donc du coup de générer des intérêts et je le sors évidemment quand c'est nécessaire pour pouvoir réagir sur des marchés où il y a eu à l'instant une très forte correction. Voilà pour cette première règle, la gestion du capital. On va passer maintenant eh bien, à une autre règle
qui est relativement importante et elle concerne par contre celle-ci plus la crypto-monnaie. C'est quel est le type de crypto-actif que je souhaite acheter? Alors, il y a, 2 choses, une chose très importante à comprendre, c'est la différence entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse technique, c'est un peu ce que vous voyez à l'écran. Voilà, vous voyez, vous avez des courbes, il y a différents indicateurs, vous êtes en train de suivre le cours et cetera. L'analyse fondamentale, c'est quelque chose de beaucoup plus, palpable, on va dire, c'est pas le mot, mais plus réaliste pour la plupart du monde, des gens. C'est qu'en fait, vous allez vous intéresser fortement, soit à l'entreprise, sur laquelle vous souhaitez investir, son écosystème, son environnement, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue de législation, quel est son niveau d'investissement, son niveau d'endettement, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, le marché sur lequel elle est, est-ce que c'est un marché qui est porteur? Voilà. Et sur les cryptomonnaies, derrière, hein, pour tous ceux qui sont peut-être pas forcément bien au fait, derrière les crypto-monnaies se cachent des projets. Hein, ce n'est pas juste, comment dire, du Ponzi, hein, comme certains peuvent le penser. Non, non, on est très très loin de ça. D'ailleurs, en fait, c'est des formes de start-up, en fait, hein, tout simplement. Et c'est des entreprises qui ont des idées, qui sont en train de développer des projets basés sur des technologies de pointe. Et j'aurai le plaisir de vous en présenter plus d'un, je pense, au travers de mes vidéos, pour que vous réalisiez un petit peu jusqu'à quel point ça peut être des technologies relativement intéressantes pour notre avenir, que ce soit voilà, autour de la forme vraiment de la blockchain qui permet de faire de la traçabilité, les NFT, le métaverse, bref, il y a plein de sujets qu'on pourra évoquer. Et du coup, le fondamental est extrêmement important. Donc moi, je me suis fixé une règle très simple, eh bien, c'est que je ne vais acheter que des crypto-monnaies qui sont présents sur les gros exchanges. Gros exchanges de type Binance, de type FTX, de type crypto.com, etc., etc. Alors pourquoi? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ces exchanges, avant de décider d'inclure sur leur propre serveur, on va dire, leur propre application, une crypto-monnaie, ils vont faire une recherche de fond. Ils vont s'intéresser fortement au projet sur lequel qu'ils souhaitent incorporer, on va dire, pour s'assurer que derrière, eh bien, c'est pas des brigands, que c'est pas, du scam et que l'idée n'est pas du coup d'avoir, une petite équipe qui va monter une crypto-monnaie en quelques jours parce que ça se fait très rapidement, hein. En l'espace de quelques heures, vous pouvez créer un token et cetera et donc eh bien, que l'idée derrière soit tout simplement d'arnaquer des gens et il y en a, il faut faire vraiment très attention, il y en a, hein. Le dernier gros en date, comme scam, c'est un token qui a été basé sur la série, Squid Game. Voilà, le lendemain même de la sortie de la série, il y avait un token Squid Game qui existait. Des gens se sont dit: «Oh, c'est trop bien, j'investis dedans», mais ça n'avait rien à voir avec la série et les gens se sont fait scammer, une vraie pyramide de Ponzi, hein, pour le coup et évidemment, le créateur s'est barré avec la caisse et lui, a pu, tout simplement arnaquer de manière pure et simple, tous les gens qui avaient cru investir sur cette série. Donc ce genre de projet existe, il faut se méfier, mais ce genre de projet, vous ne les trouverez pas sur les gros exchanges. Donc en investissant essentiellement que sur les gros exchanges, vous allez déjà vous retirer ce risque vraiment de projets complètement bidons qui ont pour but pur et simple de simplement vous arnaquer. Alors attention, quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de vous dire que tous les projets sur les exchanges ne risquent pas de chuter, ne risquent pas de s'effondrer, etc. C'est exactement comme les entreprises, d'accord? Quand vous investissez aujourd'hui sur une entreprise du CAC 40, etc., vous n'avez aucune garantie que cette entreprise, elle ne va pas s'effondrer dans quelques années. C'est juste que c'est une entreprise, en tout cas sur le moment, qui est sérieuse. Voilà, il y a quelque chose de concret derrière. Mais pour autant, le marché est ce qui est. Elle peut se faire racheter, elle peut se faire, démonter par une autre entreprise et cetera. Elle peut rencontrer des scandales, hein, comme Activision par exemple avec ses problèmes de harcèlement ou, plus récemment là les problèmes, que l'on a pu voir autour des EHPAD et cetera. Donc voilà, ce genre évidemment d'événements externes peut potentiellement complètement nuire à l'image de votre entreprise et la faire effondrer. Donc c'est pas pour autant que vous êtes tranquille et serein. Non, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, vous allez éviter, et c'est vraiment très important pour les crypto-monnaies parce qu'il y en a plein, éviter les scams de base, vraiment le truc complètement bidon qui a été créé uniquement dans le but de vous arnaquer. Voilà pour cette deuxième règle, je n'achète que sur les exchanges. Alors, je vais vous montrer d'une manière très simple comment savoir si la crypto-monnaie qui vous intéresse est sur un exchange. Donc, vous êtes sur TradingView, vous cliquez sur le petit plus et on va rechercher par exemple le Bitcoin, donc le BTC. D'accord? Hop, USDT. Et là, regardez, eh bien ici, vous voyez sur quoi il est.
il est sur Binance, sur Bybit, sur KuCoin, sur Femex, sur Connex, etc. Bon, très bien. Facile pour le Bitcoin, mais si vous le faites sur n'importe quelle crypto-monnaie, une petite crypto-monnaie, vous allez pouvoir voir, eh bien, du coup, sur quel gros exchange cette monnaie est présente. D'accord? Alors, je vais faire un fois de diviser par 2, c'est juste pour avoir un nouvel écran, pour pouvoir rentrer dans la section suivante. Voilà, on va retirer du coup les indicateurs, hein. On va arrêter de vous faire peur avec tout ça pour le moment, on verra ça petit à petit au fil de l'eau. Voilà, donc je vais me mettre sur celui-ci, je retire voilà toutes mes courbes, on va cacher Ishimoku également. Voilà, ok, on va se mettre même en plein écran, voilà, et voilà, très simple. On a donc maintenant comment dire, une courbe beaucoup plus proche, beaucoup plus simple à lire, je pense, pour la plupart d'entre vous. Alors, du coup, moi, je vous ai expliqué que je suis un investisseur long terme. Donc, ce qui va m'intéresser, évidemment, ça va être eh bien, de me pencher sur le cours du long terme de l'actif que je souhaiterais acheter. Alors, imaginons eh bien, que je souhaite acheter du Bitcoin. Est-ce que finalement, parce que j'ai fait mon analyse fondamentale et que je pars du principe que le Bitcoin est une crypto-monnaie intéressante, etc., d'accord? J'ai répondu à cette première question du quoi grâce à l'analyse fondamentale et maintenant je passe à l'analyse technique pour déterminer le quand je peux acheter cette crypto-monnaie ou cet actif, hein, peu importe, et quand je vais pouvoir le vendre. Donc on est aujourd'hui maintenant, enfin tout de suite maintenant, dans le chapitre zone d'achat. Alors, pour déterminer quand est-ce que je peux acheter du Bitcoin, je vais utiliser un indicateur qui s'appelle le retracement de Fibonacci. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Fibonacci, je ne vais pas vous faire un cours de maths, etc., parce que c'est quelque chose de très pointu, mais l'idée est en fait que ce mathématicien a trouvé ce que l'on appelle un nombre d'or, et c'est un nombre en fait qui est partout autour de vous. Vous le trouvez partout, dans votre plante verte, dans les objets, dans certaines formules chimiques et physiques. C'est vraiment impressionnant. Ce nombre d'or, et c'est pour cette raison qu'on l'appelle de cette manière, est vraiment un nombre qui est partout. Et il est utilisé également dans les statistiques, et donc également, évidemment, sur le marché boursier. Donc, on va utiliser le retracement de Fibonacci. Fibonacci est donc voilà, le nom de ce mathématicien qui a utilisé ce chiffre-là pardon, pour déterminer cet indicateur. Et je vais donc du coup, voilà, je vais ici, retracement de Fibonacci, d'accord, hop, je sélectionne le point haut de mon, comment ça s'appelle? Non, on va plutôt commencer par le point bas, ça va être plus important. Je vais sélectionner un point bas, on va prendre celui-ci par exemple, voilà, et je vais me mettre sur mon point haut, voilà, tout simplement. Et j'ai quelques droites qui apparaissent. Alors, avant de rentrer sur le pourquoi j'ai choisi ce point, etc., parce que là, on va parler d'une autre forme d'indicateur que j'utilise, on va déjà expliquer plus en détail qu'est-ce que l'on voit à l'écran. Ce que l'on voit à l'écran, eh bien, c'est différentes droites qui vont indiquer différents niveaux. En général, ces niveaux vont servir de résistance de support, etc. Sur le cours. Là, vous voyez par exemple, quand on est approché de là, voilà, hop, on a une mèche, on est redescendu parce qu'on a été rejeté, etc. On l'a refait une deuxième fois ici. Là, on a réussi à le passer, puis bon, on est redescendu après. Voilà, c'est en général des lignes droites vraiment, des droites qui vont vraiment être très suivies par la plupart du temps des traders. Et donc, du coup, on arrive souvent dans des zones de vente, d'achat, etc. Sur ces endroits-là. L'idée, eh bien, c'est que grâce à cela, je vais déterminer des zones d'achat et des zones de vente. Ma zone d'achat, elle est très simple. Elle est autour du 0,618, qui est, pour information, le fameux nombre d'or. D'accord? Et cette zone-là. D'accord? Donc, on va faire un petit. Et je vais vous expliquer après plus en détail pourquoi. Hop, ici, moi, le Bitcoin, s'il rentre ici, j'en achète. Et il y a une autre zone d'achat qui est extrêmement intéressante, et bien c'est tout simplement celle du dessous. Et là, je vais prendre un truc du genre must buy. Là, ce serait vraiment dommage de rater l'occasion. C'est ici. Là, vous voyez, en gros, si je suis mon plan du Bitcoin, eh bien, j'en achète pas. Il est ici. Il n'est pas dans une de mes zones d'achat. Et en effet, du Bitcoin, eh bien, j'en ai plus. J'en ai eu, je l'ai vendu, et pour le moment, j'en ai pas racheté. Et j'attends qu'il arrive dans ces zones-là pour le racheter. La différence, en fait,
avec par exemple du trading de tendance, c'est que le trader de tendance, lui, il va courir après le marché. Il va tenter en fait d'analyser quelle est la tendance actuelle du marché. Donc là, vous voyez qu'on est plutôt sur une tendance baissière. Et là, on est en train de voir qu'on essaye de faire un peu du retournement. On est en train de travailler là en fait pour essayer d'inverser cette tendance et que le cours du Bitcoin remonte. Donc on a évidemment des traders qui vont parier sur ce mouvement, qui vont essayer d'anticiper le moment où ça va vraiment remonter pour pouvoir profiter de toute cette montée. D'accord? Ça, c'est une forme de trader de tendance. Mais en gros, c'est des gens qui courent après le marché. Ils essayent de suivre le cours du marché. Est-ce que le marché monte? Ok, bah, j'essaie d'acheter dans ce moment-là. Est-ce que le marché vend? Ok, bah, j'essaie de vendre dans ce moment-là. Ils sont en permanence en train de suivre le cours. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, je dis, tant que le Bitcoin n'est pas là, je fais rien. Je l'attends. C'est pas moi qui cours après lui, je l'attends. Et ça change tout. Ça change vraiment tout. C'est une vision qui est plus long terme et surtout qui est beaucoup plus sereine. On n'est pas en train de stresser en permanence derrière son écran. Moi, je passe environ 15 minutes par jour là-dessus, à surveiller les cours maintenant. J'en ai passé beaucoup plus, j'ai passé beaucoup plus de temps avant, hein, de nombreuses heures, mais maintenant je ne fais plus que ça. Je passe du temps à me former, à me renseigner, à lire des news, etc. Je passe encore évidemment du temps là-dessus parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais purement techniquement à suivre le cours, je ne passe que 15 minutes. Tout simplement car je peux me permettre d'attendre le cours. Donc, je me fixe un ordre d'achat, d'accord, à cet endroit-là, un autre à cet endroit-là. Donc, vous pouvez les fixer de manière automatique, hein, donc j'ai même pas besoin de surveiller que le cours arrive. Quand le cours va arriver là, je vais prendre une position. Si le cours arrive là, je vais en prendre une autre. Et je vais en prendre une troisième, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et comment juste après. Donc, ce qui est important de noter, c'est que tant que le marché ne vient pas dans ces zones, eh bien, vous pouvez l'oublier. Et donc, vous allez fixer vos ordres de prix à l'avance. Un ici, un ici. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Et après, vous pouvez passer à l'actif suivant. L'analyse, elle n'est pas plus longue que ça, en l'occurrence. Parce que le marché n'est pas actuellement dans une zone d'achat pour moi. D'accord? Alors, je vais vous expliquer une chose très importante qui permet en fait de détecter euh, eh bien, un retournement long terme d'une tendance. C'est-à-dire, le marché il est en train de monter. D'accord? Ok. Il va faire un sommet. Il va faire une correction. D'accord? Il va faire un deuxième sommet qui va être plus bas que le précédent. D'accord? Et il va redescendre. Et là, vous voyez ici, j'ai eu une première correction. Le marché a rebondi dessus pour tenter de repartir à la hausse, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à atteindre ne serait-ce que le sommet précédent. Concrètement, c'est un signe que l'achat, en fait, que le volume acheteur est en train de s'essouffler. D'accord? Là, ce que je viens de vous tracer, c'est la ligne de coup, c'est-à-dire le support sur lequel la ligne est venue rebondir et n'a pas réussi à le faire. Ce que l'on est en train de dessiner, pardon, c'est un M. Et c'est une forme très connue dans le trading. Et quand les gens, la plupart des traders vont voir ça, ils vont attendre la validation de cette forme. C'est-à-dire, ah, premier sommet, ça l'a pas atteint, ça corrige. Ah, deuxième sommet qui est plus bas, je m'approche de ma ligne de coup. Et si jamais vous avez une clôture en dessous de votre ligne de coup, la plupart des traders avertis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ok, on est en train d'annoncer un retournement de tendance, ça pue, je me barre. Et donc là, ils vont sortir. Et donc l'actif va chuter. Et c'est ce qui s'est passé ici. Premier sommet, correction, deuxième sommet, d'accord, on descend là, on a validé sous la ligne de coup, accélération. Chut, tout le monde est sorti. Ici, il y a des gens qui ont décidé que le cours allait s'arrêter. Mais vous n'avez pas forcément les moyens de pouvoir agir sur ce cours. On parle du Bitcoin, hein. Là, on a des baleines qui ont des portefeuilles avec des milliers de Bitcoin, hein, qui ont des millions de dollars. Je ne pense pas que c'est votre cas. C'est pas vous qui allez pouvoir lutter et tenter de dire aux baleines, non, non, on fait comme j'ai envie. Non, vous ne pourrez rien faire, vous ne pouvez que subir. Mais concrètement, vous, votre moment où vous allez pouvoir intervenir, eh bien, c'est quand vous allez voir un peu la direction vers laquelle poussent les baleines. Vous ne pouvez pas vraiment, comment dire, lutter contre les baleines. Le mieux que vous puissiez faire, clairement, sur ce marché, c'est de les suivre pour être dans le bon sens, on va dire, du vent, mais vous ne pourrez pas tenter de souffler contre elles, hein. Ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, on voit que le M a été validé, hein, clôture ici, ça pousse. Donc là, ce symbole-là, cette forme de trading que l'on appelle le M top, hein, c'est un signe d'inversement de tendance. On était sur une tendance haussière, on part vers une tendance baissière. Et comment on inverse une tendance baissière vers une tendance haussière?
C'est exactement le même principe, sauf que au lieu que ce soit un M, et bien en fait c'est symétrique, c'est un W. Vous allez avoir donc le cours qui est en train de descendre, d'accord? Un premier rebond, première correction de nouveau, un deuxième rebond qui va être cette fois-ci plus bas que le point bas précédent. On remonte, on arrive sur la ligne de coup, exactement le même principe. Clôture au-dessus de la ligne de coup, les gens signent go, faut y aller, faut acheter. Et ça va accélérer. Regardez ici, descente, montée, descente, la ligne de coup est ici, valider, accélération. D'accord? Alors, la forme que je vous ai faite est une forme simplifiée. En général, ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on va monter, on va venir retester la ligne de coup, d'accord, qui est donc ici. En tant que support, on la confirme et là, ça repart. Ce sera un peu la même chose ici. Hein, ça sera plutôt comme ça. Et là, ça redescend. D'accord? Ce truc-là n'est pas vraiment présent. Enfin, c'est pas systématique, mais ça arrive très souvent. Et c'est ce qui s'est passé ici. D'accord? Là, vous voyez, vous avez eu votre W, on est remonté, retest de ligne de coup et on confirme. Et on repart. Donc ça, c'est une forme de trading que vous allez voir très 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 souvent. Et c'est important de le reconnaître et de l'anticiper. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce qu'on reste encore dans ma zone d'achat là. On est toujours dans mon petit chapitre zone d'achat. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que quand le cours va arriver ici, sur les 0,618, c'est-à-dire à 28 308 $, moi, je vais mettre un ordre d'achat de la somme que je suis prêt à investir. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon capital et la manière dont je gérais mon capital. Mais pour chaque crypto-monnaie ou chaque actif, je le gère également d'une manière particulière. Dans le but de me diversifier, dans le but de ne pas tout mettre sur un actif qui peut, on ne sait pas, du jour au lendemain se casser la gueule, c'est possible, on n'en sait rien. Personne ne voit l'avenir, moi je ne vois pas l'avenir en tout cas. Donc je ne peux pas prendre le risque de tout miser sur un actif, c'est trop risqué. Donc je vais faire ce que l'on appelle la diversification, je vais investir sur différentes formes d'actifs. D'accord? Et concrètement, eh bien là, ce que moi j'ai personnellement décidé dans mon plan, c'est que je ne mettrai jamais 5%, enfin plus de 5% de mon capital, d'accord, investi. Pas mon capital prêt à investir, mon capital investi, si je reprends mon exemple précédent, 5% de 5 000 en gros, pas des 10 000 au total, mais des 5 000, je ne mettrai pas plus que 5% de mes 5 000 sur un actif. Et la manière dont je vais rentrer est aussi raisonnée et réfléchie. Je vais mettre 25% sur les 0,618 de la somme que je suis prêt à investir sur cet actif, 25% ici, d'accord? Et je vais mettre 50%, c'est-à-dire en gros je double ce que j'ai mis jusqu'à maintenant, lorsque j'ai la validation d'un renversement de tendance. Donc en gros, je vais attendre ça, 25% là, ici, 25% là, et là ça va faire quelque chose comme ça, hop, et moi je remettrai 50% ici, d'accord, de ce que je suis prêt à investir. C'est de cette manière-là que je vais rentrer sur le marché. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que moi, la plupart du temps, je ne fais qu'attendre. Parce que quand ça va arriver là, bah hop, ok, je mets 25%. Et là, quand ça va arriver ici, je vais commencer à surveiller. Parce que ce n'est pas forcément garanti que le cours aille jusque-là. Il peut très bien former son W ici. Donc c'est à partir de ce moment que je vais commencer à surveiller régulièrement et voir quand le W va commencer à se former pour pouvoir rentrer. Attention, moi je suis un investisseur moyen long terme. Donc ma time frame, c'est du hebdomadaire. Ça signifie que j'attends un W en hebdomadaire. Regardez ici. Je vous rappelle, chaque bougie représente une semaine. À partir du moment où c'est rentré dans cette zone, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines avant que ça se forme. On a le temps, hein. Tranquille, hein. C'est pas l'urgence. C'est pas parce que ça rentre dans votre zone que c'est la panique, qu'il faut foncer. Non, non, on a le temps. Vous avez vu. On a largement le temps quand on est un investisseur moyen long terme. Donc on prend son temps, tranquille, on a le temps de surveiller en regardant un quart d'heure par jour, voir comment ça évolue et est-ce que le W est en train de se former ou non. C'est très important. Alors, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, mes règles, je rappelle, sur mes zones d'achat, je fixe mon Fibonacci, d'accord? Je mets 25% ici, 25% ici, 50% à cet endroit-là. Je vous explique pourquoi. Par rapport à quelles émotions je suis en train de faire ça. La première, le 25% ici, c'est par rapport à la peur de manquer le train. Parfois, le marché, il fait ça. Hop,
il repart. Si j'ai pas mis 25% ici, eh bien je vais être un peu frustré et je vais avoir cette sensation d'avoir manqué le train. Donc en mettant 25% ici, eh bien si jamais le marché étrangement repart immédiatement, parce qu'en général il va quand même essayer de travailler un peu dans cette zone-là, si le marché réagit très, très violemment et qu'il repart de suite, j'ai un minimum 25% dedans. Ça me permet de... J'ai pas tout mis, parce que c'est quand même risqué, et ce qui est très probable c'est qu'il refasse ça, hop. Mais au moins, j'ai mis 25% dedans, pour au cas où il repart en ligne droite, eh bien je suis un minimum dedans, et je ne suis pas complètement frustré, je n'ai pas cette sensation d'avoir manqué le train. Je remets 25% ici, parce que finalement, bah, les 25% que j'ai mis là, dans le but de couvrir cette peur de manquer le train, bah, finalement ça chute encore. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un prix moyen trop élevé. Sinon, je suis en train de me dire que globalement, je perds de l'argent. Là, ça veut dire que ce que j'ai acheté ici, à 25% de ce que je suis prêt à mettre à 28 000 dollars, à ce moment-là, il est à 17 000 dollars. Ça a quand même perdu déjà une belle somme, là, le Bitcoin, hein. Donc là, moi, ce que j'ai acheté ici, j'ai quand même le sentiment de l'avoir acheté beaucoup trop cher. Donc en remettant 25% ici, je lisse mon prix. Je fais une moyenne. Concrètement, je vais avoir une moyenne entre 28 000 et 17 000 dollars. Je n'ai pas envie de faire le calcul. Mais je vais globalement y ici. Mon prix d'achat moyen sera à peu près dans cette zone-là, donc aux alentours des 23 000 dollars. Ce qui est beaucoup mieux. J'ai lissé mon prix. J'ai un prix d'achat qui est beaucoup plus attractif. Et enfin, pourquoi sur cette forme de W, je double mon truc, enfin double mon capital investi? Eh bien, c'est parce que là, je pars du principe que le marché va retourner ici, d'accord? Et le marché, il peut faire ça. Hop! Bon, je fais des yo-yo là, vous m'avez compris, parce que j'ai plus trop de place, hein. Mais il peut continuer de chuter. Il peut aller beaucoup plus bas. Imaginons que la correction soit beaucoup plus forte que ce que l'on avait anticipé. Eh moi, j'ai mis 25% ici, j'ai remis 25% ici, et finalement, le marché, il est là. Donc là, j'ai encore une fois là, un sentiment d'avoir acheté mon Bitcoin finalement très très cher. Et encore, moi je fais partie de ceux qui vont l'acheter quand même globalement à un prix très bas. La plupart l'ont acheté ici, hein. La plupart l'ont acheté ici. Moi je vais l'acheter déjà dans cette zone-là. Donc je fais déjà partie de ceux qui ont entre guillemets perdu le moins de plumes. Mais j'ai encore envie de me rassurer sur le fait que j'ai globalement un prix moyen intéressant. Donc, en attendant en fait cette correction, et enfin, cette forme de W qui permet d'inverser la tendance et qui permet de vraiment d'indiquer de manière assez forte que la tendance est inversée et que maintenant le cours devrait remonter, c'est pas garanti pour autant, hein. Il n'y a rien qui est fiable à 100%, mais c'est de la statistique, tout simplement, c'est de la probabilité, et les probabilités que maintenant le cours soit inversé et remonte de manière très intéressante sont hautes, sont fortes, sont importantes, et donc, j'ai normalement toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Voilà, je ne peux pas être garanti à 100%, mais c'est l'idée. Donc, en attendant en fait ce W, eh bien, si ce W se forme ici, eh bien, je double ma position ici. Donc, mon prix moyen qui était avant ici, il va être maintenant vers là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a permis d'une part de me rassurer pour ne pas manquer le train, et d'autre part, si jamais ça ne se passe pas comme j'ai prévu, etc., ou parce que simplement le cours travaille de manière de plus en plus basse, eh bien ça me permet de lisser mon prix vers le bas et donc d'avoir un prix moyen d'achat beaucoup plus intéressant. Voilà pour l'achat. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai expliqué de quelle manière je fonctionne. Donc je rappelle les règles pour que ce soit simple. Première règle, je n'investis que 5% par actif de ce que je suis prêt à investir. Deuxième règle, je mets 25% sur le niveau de 0,618, 25% sur le niveau autour des 0,786 et je double ma position sur un W, pardon. Je double ma position sur un W. Voilà de quelle manière je rentre. Alors, ce qui est intéressant à discuter encore, c'est pas grave, on va prendre notre temps tranquillement, c'est que je vous ai parlé donc du coup de mon Fibonacci. Je vous ai dit, moi, ma zone d'achat, le Bitcoin, etc., je ne rentre que à cet endroit-là. D'accord? C'est ce que je vous ai dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que concrètement, imaginons que le Bitcoin, il est ici. Il y a un prix globalement intéressant actuellement, hein. Plutôt intéressant. Imaginons que le Bitcoin, en fait, je vais agrandir, je vais mettre en plein écran. Hop, voilà. Il a un prix globalement intéressant, mais pas assez pour moi. Il ne rentre pas dans ma zone d'achat. Le Bitcoin, rien ne nous dit que demain, il ne va pas faire ça. Hop, hop.
hop, quelque chose comme ça, hop, 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 voilà. Hop, ici. Puis après rechuter. D'accord? C'est évidemment quelque chose de purement théorique. Ça signifie que mon point haut, il ne serait plus là, mais il serait là. Et regardez ce qui se passe. Ma zone d'achat, elle est ici. Ça signifie que le Bitcoin que je n'ai pas acheté là, eh ben, je vais devoir attendre la prochaine correction pour le racheter à ce prix-là, au même prix. Alors vous allez me dire, mais c'est idiot. Tu peux l'acheter tout de suite à ce prix-là. Oui, c'est vrai, mais je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. Je ne sais pas si le cours va monter. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous êtes prêt à mettre votre main à couper? Je pense que non. Personne ne le sait. Il peut se passer ça, comme il peut se passer ça. Comme il peut se passer une chute ici immédiate, quoi. Et qu'on continue de chuter. On ne peut pas savoir. Donc l'idée, comme je ne peux pas savoir, je ne prends pas le risque de faire un pari que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Je ne vais tout simplement, du coup, pas parier sur ce mouvement, ne sachant pas l'avenir. Je préfère attendre une zone d'achat pour moi qui est une zone d'achat long terme par rapport à ce que je vois à l'écran, par rapport à ce qui s'est réellement passé et pas par rapport à ce que j'imagine qui pourrait se passer. Et ça change tout. Ça change tout. Si le prix monte jusque-là et que j'arrive plus tard ici dans cette zone d'achat, j'aurai aucune crainte à la racheter ici. Parce que j'aurai une correction très importante. J'aurai eu un mouvement de correction qui aura été très important et qui annoncera aussi très probablement la chute la fin de la chute. Voilà, vous voyez, là, le Bitcoin il aura quand même perdu 63-64% là, à ce moment-là. C'est quand même pas rien hein, quand il va arriver ici. Donc, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas prévoir et anticiper, donc je ne prends pas le risque. Voilà, ça me semblait important de vous l'expliquer. Ce que je vais vous montrer aussi, et on va le faire sur les zones de vente, c'est que là, je vous explique, moi, mes zones d'achat et mes zones de vente. On va le faire, on va revenir dans le passé, d'accord? Et vous allez voir en fait que ce que je vous indique, et pourquoi j'utilise cela, c'est quelque chose de plutôt réaliste. D'accord? On va se mettre ici. Voilà. On va dire que nous, au moment où on regarde, ah, je vais le supprimer, ce sera plus simple, on va le refaire. C'est pas grave. Hop. Voilà. D'accord? Sur ces zones d'achat ici. Sur ce retracement-là. Très bien. Donc, imaginons que au niveau de la période de temps, nous soyons vers là. D'accord? Soyons vers là. Exactement comme on est ici maintenant. D'accord? C'est-à-dire un peu au-dessus du 0,618. D'accord? Vers ici. Donc, je vous ai expliqué comment ma zone d'achat, je vais acheter ici. Donc là, je vais avoir un ordre d'achat qui va se déclencher. Je vais avoir un autre ordre d'achat qui va se déclencher. D'accord? Puis je vais attendre une structure en W de retournement, voilà, qui n'est pas vraiment arrivée, hein, c'est pas très propre. Et c'est arrivé ici. Vous voyez ce que je vous disais? Donc c'est à ce moment-là que je vais doubler ma position. Voilà, vous voyez ici, au-dessus de sur la ligne de coup. C'est là que je vais doubler. Et regardez ce qui s'est passé. Je ne suis pas le seul à faire la même chose, hein. Il y en a plein qui attendent que ça. Vous voyez la taille de cette bougie? C'est des gens qui ont attendu la validation du W qui a été formé pour relancer. Très bien. Et maintenant, comment je vais déterminer ma zone de vente? Alors, eh bien c'est très simple. Ma zone de vente, en fait, l'opposé de mon 0,618 sur mon Fibonacci, d'accord, c'est 0,382. C'est l'opposé, d'accord? Ça signifie que ici, on rentre dans une zone de vente. Ça, c'est une zone de vente. Et regardez ce qui s'est passé. Vous voyez? On est rentré dans la zone de vente. Immédiatement, le cours est redescendu. Des gens ont vendu immédiatement. Ensuite, c'est remonté. C'est redescendu, ça a corrigé. Là, on a réussi à passer cette zone de vente et ainsi de suite. D'accord? Si on prend maintenant le Fibonacci et qu'on le met ici, continuons le jeu. D'accord?
Là, vous voyez, non, plutôt auquel je pensais, non, ici. Hop, pardon. Hop, on va résumer un petit peu. Voilà, zone d'achat. Je vais la tracer par rapport à cette période, qui est donc ici, entre mes 0,618. Là, vous voyez, j'ai ma deuxième zone d'achat. Il y a été, hein. Pas longtemps, mais il y a été. Là, mon ordre d'achat aurait été déclenché, d'accord? Le W se forme et ça repart, d'accord? Et là, regardez, on arrive aux alentours des 0,386 sur ce mouvement. Et bien, chaque fois qu'on est rentré dans les zones de vente, les premières fois, en général, il y a une première correction. Parce que c'est des gens qui sont en train de prendre des profits, d'accord? Vous voyez, on arrive dans les zones de profit, ici, ça redescend, ça y reste en dessous. Parce que dès qu'on y rentre, hop, les gens y vendent. On y rentre, les gens vendent. On y rentre, les gens vendent. C'est des gens qui sont en train tout simplement de prendre leur profit par rapport à leur achat ici. Donc c'est vraiment quelque chose, ce que je vous présente, qui est extrêmement utilisé. Et vous avez le plus de chances du coup, eh bien, de reproduire finalement ce que vont faire la grosse majorité des baleines. Et donc d'être dans le bon sens du vent. C'est très important. Et on peut continuer comme ça sur toutes les montées. Vous allez voir que globalement, c'est toujours comme ça. D'accord? Donc, on va reprendre maintenant, comment ça s'appelle? Sur une vision un peu plus long terme, hein, parce que là je vous montrais, c'est pas du trading de tendance, mais ici globalement on était sur une période long terme à l'époque, hein. Mais on va se passer maintenant sur une période beaucoup plus long terme. Hop, comme on avait fait jusqu'à maintenant. Je retrace donc mon Fibo. Ok, très bien. J'ai mes deux zones d'achat. Ok. Et maintenant, eh bien, je vous ai dit, je vais tracer une zone de vente. Donc, pour faire une zone de vente, j'ai refait un autre Fibo en fait qui concrètement fait la même chose, mais ne met en fait finalement que les lignes qui m'intéressent tout simplement, avec un code couleur particulier. Mais c'est globalement la même chose. Oups. Je vais tracer ma zone de profit sur ce retracement. Et voilà. Vous voyez, ça correspond pile poil à ces deux lignes. Pas de secret. Plus ou moins. Et donc, eh bien, on va avoir du coup, évidemment, quand le Bitcoin va revenir là, je vous garantis, je ne peux pas mettre ma main à couper, mais il y aura en tout cas du mouvement là. Ça va pas passer comme ça, comme dans du beurre, hein. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir des gens qui vont prendre des profits. Ça signifie que ça peut redescendre fortement, ça peut même revenir potentiellement dans cette zone-là, hein. On peut tout à fait voir quelque chose comme ça, hein. Hop, hop, on est là, hop là, on redescend un petit peu, on retourne dans notre zone et puis on remonte après. C'est tout à fait possible, ou alors ça peut faire ça et puis repartir plutôt vers le nord. C'est possible. Mais en tout cas, quand on va arriver dans cette zone-là, il va y avoir du mouvement. Parce que les gens vont prendre leur profit. C'est clair et net. Voilà un peu pour ma zone de vente. Alors, est-ce que c'est la seule zone de vente que j'ai? Est-ce que c'est uniquement à cet endroit-là que je vends et comment je vends? Et non, c'est beaucoup plus, pas plus compliqué, mais encore une fois, moi j'ai besoin de me rassurer. Je veux lutter contre des émotions grâce à mon plan. Et la première chose que je vais faire quand je vais acheter, par rapport à mon prix moyen d'achat, d'accord? Donc imaginons que le prix moyen d'achat soit, on va tracer une ligne, hein. Hop. Imaginons que mon prix moyen d'achat soit ici, d'accord? C'est mon prix moyen d'achat. J'ai acheté globalement du Bitcoin à 22 275 $. Eh bien, je vais décider de vendre une partie de ma position à 105%. Ici, à 45 800 $ globalement. Donc on va tracer notre ligne droite, et je vous explique évidemment juste après pourquoi. J'ai dit 45 800 $, hein, globalement. Hop, voilà, on va dire vers là. Très bien. Pourquoi cela? Eh bien, en vendant 50% de ma position, 50% de ce que j'ai acheté,
à 105%. Globalement, je pourrais faire 100%, mais je fais 105 pour récupérer une partie de mes frais, en fait. Tout simplement, quand vous achetez globalement des cryptoactifs, Binance, etc., vont vous prendre des frais par rapport à votre achat sur carte bancaire, etc. Je me rembourse un petit peu une partie de mes frais de cette manière-là en prenant à 105%. Je vais vendre 50% de ma position à 105%. Ça signifie que si par exemple j'achète 2 bitcoins, d'accord, c'est pas le cas, hein, j'aimerais bien. Si j'achète 2 bitcoins, eh bien je vais en vendre un. Ok. Mais en vendant un à ce prix-là, qui est le double en fait, j'ai remboursé complètement ce que j'ai investi. Là, ça signifierait que si j'achetais 2 bitcoins à 22 275 $, concrètement, ça signifierait que j'aurais investi au total 45 000 à peu près 800 $ dans le bitcoin. Eh bien, en vendant un seul à 45 800 $, je récupère la mise que j'ai faite. Ça signifie que le bitcoin que j'ai encore et qui me reste du coup dans mon portefeuille, il est gratuit, puisque j'ai récupéré ma mise. Il peut se passer n'importe quoi maintenant. Ça peut descendre, monter, descendre. Il est gratuit. J'ai plus aucun stress par rapport à ce bitcoin. J'ai récupéré ma mise. J'avais investi 45 000 $ ici. Je les ai récupérés ici, bien avant ma zone de vente. Bien avant que potentiellement des gens fassent chuter le marché en prenant des profits. Je suis sorti plutôt que j'ai vendu 50% de ma position dans le but d'avoir un esprit totalement serein le plus tôt possible par rapport à l'investissement que j'ai fait. Je n'ai pas envie de stresser très longtemps et donc, pour lutter face à cette émotion, je fais mon plan d'investissement de cette manière-là. Ça signifie que j'ai vendu 50% à cet endroit-là. Ok, très bien. Maintenant, mon Bitcoin est gratuit. Mon Bitcoin étant gratuit, eh bien, je peux me permettre, si vous voulez, d'attendre beaucoup plus longtemps. Puisque finalement, c'est plus que des profits. C'est-à-dire que même si mon Bitcoin, imaginons que je le vende là, à 34 000 $, d'accord, bah, je fais 34 000 $ de profit, puisqu'il est gratuit. Si je le vends ici, je ferai 59 000 $ de profit. Alors, évidemment, je préfère le vendre au-dessus, hein, comme tout le monde. On préfère prendre plus d'argent. Mais même si je le vendais ici, même si je le vends là, je fais 7 800 $ de profit. Peu importe. Il est gratuit. Il ne me coûte plus rien. Puisque le premier que j'ai vendu m'a remboursé mon capital investi. L'idée maintenant, eh bien, ça va être d'utiliser un autre outil qui s'appelle en fait la prolongation de Fibonacci. D'accord? Et qui va me permettre de calculer. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Très bien. Cet outil-là, en fait, l'idée, c'est de grosso modo de reprendre ce mouvement-là, d'accord? Celui que j'ai utilisé, mais à partir de ce point-là. Et de dire que il est très probable que ce mouvement qui a déjà eu lieu arrive à terme, plus ou moins long terme, hein. Et encore une fois, moi je suis un investisseur moyen long terme. Si je dois attendre 2 ans, 3 ans pour ça, j'attendrai 2 ans, 3 ans pour ça. J'ai pas de problème avec ça. Il est gratuit mon Bitcoin. Eh bien, je vais attendre que un mouvement équivalent se reproduise à partir de là. Eh bien, j'aurai un premier palier de vente à 138 000 $. Alors, certains vont me dire, mais tu es complètement fou, le Bitcoin à 138 000 $. Oui, mais quand c'était ici, à 20 000 $, et que des gens pensaient que le Bitcoin atteindrait 170 000 $, je peux vous dire qu'ils se sont fait traiter de fous eux aussi, hein. Mais il y a été. Il y a été. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je crois en cet actif. Je crois en la valeur de cet actif et je pense que c'est possible. Donc, j'ai aucun problème à attendre que mon Bitcoin gratuit aille jusque-là. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que quand il va aller là, d'accord, au 1,618, eh bien, je vais vendre 50%. D'accord? Je ne vais même pas tout vendre. Je vais vendre seulement 50% de mon Bitcoin. Donc, il va me rester 0,5 Bitcoin. D'accord? Et mon 0,5 Bitcoin qui va me rester, je vais en vendre 30% ici.
à 203 000 $. J'ai le temps. C'est que des profits. Ils sont gratuits pour moi. Je vais le vendre. Je vais attendre. Et je vais ensuite en vendre 20% de ce qui me reste, ici. D'accord? Et il me reste 10% pour vraiment. Alors là, je vais chercher l'extrême potentiel possible, on va dire. Là, si on arrive jusque-là, je peux vous garantir que le Bitcoin, ça va commencer à être très, 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 très compliqué. Et la chute sera très probablement violente derrière. Comme ça s'est passé ici, hein, globalement. Hein, d'accord, ça a bien corrigé. C'est ce qui se passera très probablement le jour où le Bitcoin atteindrait ses prix. Mais il est très probable qu'un jour, oui, le Bitcoin aille jusqu'aux 300 000 $. Je ne dis pas que ça va y aller en ligne droite. Je ne dis pas que ça va y aller en 6 mois. Hein, il va y se passer des mouvements, il va s'en passer des choses, des corrections, des chutes de moins 80%, etc. Mais oui, je pense que c'est très probable qu'un jour le Bitcoin atteigne ces prix-là. Et j'ai le temps, puisqu'il est gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je fais sur le Bitcoin, eh bien je le fais sur tous mes actifs. L'intégralité de mes actifs. Et je vous garantis que des cryptoactifs qui ont fait ça, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Là, vous voyez, je suis investi sur un nombre important d'actifs. Hein. Par exemple, prenons le Solana, tiens. C'est un bon exemple, le Solana. Voilà, le Solana. Voilà. Donc ça, c'est le mouvement qu'il a eu. Vous voyez. Sauf que quand les gens ont investi sur le Solana, c'était pas là, eux. Hein. Hop. Ils étaient là. Aujourd'hui, ce que l'on a vu sur le Bitcoin, ça se trouve, ça correspond à ça pour Solana, actuellement, sur son cycle. On n'en sait rien. Personne ne le sait. Et là, quand le Solana il était à 56 $ au plus haut, puis qu'il est redescendu, est-ce que vous croyez vraiment que des gens se sont imaginés que quelques mois après, il serait à 259 $? Si je m'amuse à tracer une prolongation de Fibo, je le mets là, sur ce mouvement-là, d'accord? Ici, puis je me mets au plus bas. Allez, 1,618, il y était, hein. Pas de problème. Les 2,618, pas de problème. Les 3,618, pas de problème. Et juste avant les 4,236, on a dit hop, 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 là on se calme. Fin de la danse, fin de la partie. Mais il l'a fait. Le mouvement que je vous ai montré, qui peut paraître complètement aberrant, ça a été fait. Quelques semaines. Chaque bougie représente une semaine, ou quelques mois plutôt. Mais il l'a fait. Pour un investissement à la base de, je vous rappelle, globalement, moi, mon prix moyen, il aurait été vers ici, 21 $. 21 $, j'en aurais vendu une partie seulement dans ces zones-là, hein, parce que je vous rappelle que voilà, j'aurais vendu d'abord 50% ici, 20% là, 10% là, et puis 10 derniers pourcents dans cette zone-là. Hein, globalement, quand j'aurais senti que ça fluait, que le M se formait, c'est là que j'aurais sorti mes 10 derniers pourcents. Et voilà. Et maintenant que ça s'est passé, d'accord, très bien, bah, qu'est-ce que j'attends? Mon Solana, il est revenu gentiment dans ma zone à 0,618. Il y retourne. Il revient gentiment. Vous voyez? Donc là, bah, j'ai déjà un premier investissement qui est parti. J'en ai un deuxième qui est prêt à l'attendre ici au cas où. Et j'attends mon W pour doubler. Et rebelote. Voilà ma zone de vente et mes zones d'achat. Ok, alors on a terminé pour cette vidéo de présentation du plan, hein, qui permettait en gros de vous expliquer comment je gérais mon capital, de quelle manière en fait, eh bien, j'achetais des cryptoactifs. Hein. Je vous ai expliqué que c'était très important pour moi qu'ils soient présents sur des gros exchanges dans le but d'éviter les scams. C'est très 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 important. Méfiez-vous de ce que vous achetez. Prenez le temps de vous renseigner sur le crypto-monnaie que vous achetez. Quand vous achetez une action chez EDF, Total, etc., vous prenez un minimum de temps pour vous renseigner. C'est exactement la même chose pour les cryptoactifs. Il y a des projets extrêmement intéressants, mais il y a aussi de la merde. Il faut le dire. C'est très peu probable d'en trouver sur les gros exchanges, mais méfiez-vous. Ensuite, eh bien, je vous ai expliqué quelles étaient mes zones d'achat, d'accord? Je vous ai montré mes zones de sortie, de quelle manière je sortais, à quel moment je commençais à sortir les jetons que j'avais achetés. Et je vous propose maintenant, pour ceux qui le souhaitent, c'est du bonus, eh bien, de discuter un peu avec le petit moment, on va dire. Asseyez-vous un instant et écoutez-moi.
Alors l'idée, eh bien, c'est de répondre à un petit commentaire qui était très intéressant sur la partie, du rachat de Activision par Microsoft. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas forcément cela, qui seraient un peu perdus, il faut savoir que la PlayStation, c'est, une console qui est produite par Sony et la Xbox est une console qui est produite par Microsoft. Depuis de nombreuses années, et je vous invite à faire un petit tour sur jeuxvideo.com si vous avez du temps à perdre, vous pourrez assister à ce que l'on appelle une vraie guerre des consoles. Voilà, vous voyez, vous avez un peu des fanatiques que ce soit chez Sony comme chez Xbox, les mêmes fanatiques que l'on peut retrouver entre Apple et Samsung, hein, c'est des gens un peu foufous. Eh bien, on a exactement ce même genre de fanatiques et on a une vraie guerre des consoles. Depuis maintenant un certain temps, Sony est globalement en tête, il faut quand même le reconnaître, hein, la plupart du temps, en tout cas en termes de vente de consoles, c'est indéniable. Sony est quand même globalement devant Microsoft. Et là, Microsoft a fait un mouvement extrêmement intéressant. Ils ont racheté une société qui s'appelle Activision, qui est une société derrière laquelle se cache pas rien comme jeu, hein, des jeux comme Warcraft, Starcraft, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch, Call of Duty, mine de rien. Donc quand même du très très lourd. Si ce n'est pas le plus gros mastodonte du jeu vidéo Activision, ça fait clairement partie en tout cas du top 2, top 3. Ça, c'est sûr et certain. Donc c'est quand même un énorme morceau que Microsoft a récupéré. Et du coup, ben, très intéressant. Comment réagit le marché face à tout cela? Eh bien, le cours de Microsoft a monté et le cours de Sony a baissé. Voilà, 20%. Sony a perdu 20% suite cet achat de la part de Microsoft d'Activision. Et donc, si vous êtes dans votre plan, etc., que vous avez pris le temps de faire de l'analyse fondamentale, est-ce que pour autant c'est la fin des haricots? Est-ce que Sony c'est mort? Et c'est là que prend le relais, et qui est très important, avant d'avoir décidé potentiellement d'investir sur Sony il y a quelques années parce que vous croyez en Sony, vous croyez en la PlayStation par exemple, vous aviez décidé d'investir dans Sony. Si vous avez fait votre analyse fondamentale correctement, vous vous êtes quand même rendu compte que Sony, c'est une société quand même qui est solide, très solide. Ils ont, voilà, c'est pas une société qui est surendettée, c'est une société qui vit très bien actuellement, qui a pas des gros problèmes, financiers, qui a une capacité d'investissement qui est importante, une capacité de recherche qui est importante, une PlayStation 5 qui fait un carton, hein, elle fonctionne mieux actuellement que la console Microsoft. Est-ce qu'il faut paniquer pour autant? Non. Mais est-ce que c'est normal que le marché réagisse? Bien sûr. À court terme, c'est un beau coup pour Microsoft, c'est un coup qui peut faire un peu mal derrière la nuque de Sony. Donc le marché réagit. Le marché décide tout simplement de vendre une partie des actions de Sony parce que à très court terme, c'est possible que Sony perde un petit peu entre guillemets de son image, de son ampleur par rapport à Microsoft. Mais il y a quelque chose de très intéressant aussi qui est à noter. C'est que, évidemment, après ce que je viens de vous dire, après cette analyse fondamentale qui a été faite sur Sony, il est très 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 probable du coup que Sony souhaite réagir par rapport à cet achat qu'a fait Microsoft. Et apparemment, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée pardon, et à y avoir pensé. Quand le cours de Sony a chuté, le cours de Ubisoft, par exemple, a monté. Ubisoft n'a rien à voir dans l'histoire. Ce n'est ni Microsoft, ni Sony, ni Activision. Pourtant, le cours d'Ubisoft a monté. Et pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que des gens se sont imaginés que Ubisoft pourrait potentiellement se faire racheter par Sony un jour. Pourquoi pas? Et donc, à votre avis, d'où vient cet argent soudain qui est arrivé sur Ubisoft? C'est pas de l'argent qui sort du chapeau. On a des gens qui retirent leurs actions et leurs cours de Sony. C'est très probable que ce soit des gens qui aient réinvesti sur Ubisoft. Est-ce que cela signifie finalement qu'à long terme, ils ne croient pas en Sony? Pas du tout. Au contraire, ils sont en train d'anticiper un mouvement potentiel de Sony. Donc ils ont une croyance très forte finalement en Sony. Mais leur objectif est de gagner de l'argent à ces gens-là. Donc court terme, ils se disent pour Sony c'est pas cool, mais moyen terme, long terme, c'est très probable que Sony décide de réinvestir ailleurs pour essayer de contre-attaquer et contrebalancer l'achat que vient de faire Microsoft et potentiellement en rachetant Ubisoft. Mais Ubisoft, c'est d'autres sociétés hein, de jeux vidéo ont monté. Je vous cite Ubisoft parce que c'est une des plus connues en France, mais d'autres ont fait pareil. D'autres sociétés de jeux vidéo relativement importantes ont eu une augmentation de leur cours. Donc ils ont réparti un peu leur petit pain au cas où on ne peut pas trop savoir où est-ce que Sony pourrait potentiellement faire un rachat, mais ils anticipent ceci. Moi personnellement, c'est un mouvement auquel j'ai pensé. Et clairement, quand on analyse le marché, on se rend compte que je ne suis pas le seul. Donc voilà, le marché,
Oui, évidemment, le marché réagit aux news, à ce qui se passe dans le autour de lui. C'est quelque chose de très vivant. Beaucoup de gens estiment que les traders sont des gens complètement déconnectés, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est des gens qui sont très au fait, très, très, très au fait de ce qui se passe dans le monde. Et le marché réagit en permanence par rapport à ce qui se passe dans le monde. Actuellement, on a une chute du Bitcoin, on a une chute des différents actifs du marché boursier. Mais pourquoi? Parce qu'on réagit à ce qui se passe dans le monde. Il y a actuellement deux choses qui inquiètent globalement le marché. Le premier, eh bien, la première chose, pardon, eh bien, c'est l'inflation, hein. Aux US, on parle quand même d'une inflation de 8%, c'est quand même énorme. Suite au Covid, on a eu une impression à gogo de billets qui ont complètement dévalué la valeur du dollar et on a une inflation qui est extrêmement importante. C'est bien le problème du dollar et c'est bien pour ça qu'un jour le Bitcoin pourrait sortir un coup de son chapeau. C'est que contrairement au dollar, le Bitcoin, on ne peut pas en réimprimer. Il y en a 21 millions, point. C'est comme l'or. On ne peut pas en inventer. On ne peut pas le créer. On peut miner ce qui existe, ce qui est présent sur notre terre, et c'est tout. Point. Le dollar, eh ben, si on souhaite en réimprimer encore un petit peu, on peut. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, bah, plus on augmente le nombre de billets sur le marché, et bien plus on fait augmenter l'inflation et plus on fait baisser finalement le pouvoir d'achat des utilisateurs du dollar. Donc aujourd'hui, eh bien, la Fed, hein, donc un organisme américain, les gendarmes un petit peu entre guillemets du marché, réagissent par rapport à ça et ont décidé de baisser leur taux d'intérêt, etc., pour euh, entre guillemets bien lutter contre l'inflation, parce que c'est un vrai problème. L'inflation aujourd'hui est impactante pour les Américains, mais est aussi impactante pour énormément de pays. On a des pays comme la Turquie, comme d'autres pays, où à cause de l'inflation américaine, eh bien, leur économie est en train de s'effondrer. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'endettement de leur pays est calculé par rapport au dollar. Donc si le dollar augmente, bah, c'est comme si leur dette augmentait. C'est affolant ce que je vous dis, mais c'est le cas. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, eh bien, on a vraiment des pays qui sont en énorme galère par rapport à cette inflation, et c'est indispensable de réagir. La deuxième grosse news, évidemment, je pense que ça vous a pas évité, vous n'avez pas pu passer à côté, mais c'est un peu chaud en ce moment en Ukraine quand même. Donc forcément, le marché, il fait attention par rapport à ça. Si jamais on commençait à avoir des guerres, des choses comme ça qui pourraient potentiellement être très très graves, bah, le marché, on n'est pas dans une zone de confiance. Donc là, bah, globalement, si on retourne sur le Bitcoin, c'est la même chose sur le marché SP500, etc. aux États-Unis, hein, ou le CAC 40. Bah oui, je vais me remettre, je vais dézoomer un petit peu. On a eu une belle chute, voilà. Et là, on est dans une phase d'incertitude. On ne sait pas trop où on va. Ça peut continuer de descendre, ça peut repartir. On est en attente. On est en attente notamment du discours de la Fed au mois de mars et on est en attente un peu de ce qui est en train de se passer en Ukraine. Donc voilà, le marché est en suspens. Et le marché, c'est normal, il réagit, il est vivant. Donc voilà, il peut réagir sur des news beaucoup plus basiques, entre guillemets, comme le rachat d'une entreprise, mais il est aussi très vivant par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et c'est d'autant plus intéressant et important pour vous de faire très attention à ce qui se passe dans le monde, pour être au courant. La plupart du temps, ces news, je vous le dis clairement, vous ne pourrez pas en profiter. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y aura une mauvaise nouvelle, les puissants de ce monde, que ce soit normal ou non, hein, parce qu'on peut parler de différentes lois qui sont censées éviter ça, seront au courant bien avant vous et auront des portefeuilles tellement importants que la chute du cours va être très rapide et vous allez juste pouvoir constater que ça s'est cassé la gueule. Excusez-moi du terme. Vous ne pourrez pas en profiter. Par contre, ça vous permettra de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. C'est déjà intéressant. Mais c'est très très rare de pouvoir en profiter, hein. Faut être honnête, hein. Vous pouvez regarder tout ce qui se passe au niveau de Twitter, des sites comme Bloomberg, etc. La plupart du temps, ce sera très très rare que vous puissiez réagir en même temps que les baleines. C'est compliqué. Elles sont au courant bien avant vous. Et voilà, comme je vous ai expliqué, avec la puissance de leur portefeuille, vous ne pourrez que assister à ce qui s'est passé et grâce à ces informations, comprendre ce qui s'est passé. Voilà, bon, c'était une petite aparté, mais je pense que ça peut être intéressant de discuter avec vous. C'était le fameux moment, asseyez-vous et écoutez-moi un instant. Je vous remercie en tout cas énormément pour cette vidéo. Et la prochaine vidéo, eh bien, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec des analyses un peu quotidiennes maintenant de ce qui se passe autour du Bitcoin, etc. Et on retournera donc du coup des vidéos un peu de support euh, qui serviront, on va dire, de base pour ceux qui débutent un peu sur le marché. Eh bien, au fil de l'eau, quand je verrai qu'il y a des questions qui sont récurrentes, qui reviennent souvent, etc., je ferai quelques petites vidéos comme ça qui vous permettront de vous appuyer dessus. Donc n'hésitez pas à commenter, poser vos questions, etc.
Vous le savez, c'est avec un énorme plaisir que je prends déjà, c'est un énorme plaisir déjà que je prends à vous lire et évidemment, et bien également de vous répondre. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, à plus.